Aujourd'hui, si pour analyser une entreprise en bourse, tu regardes uniquement le graphique sur les 5 dernières années ou les 10 dernières années du prix de l'action pour dire si justement ça s'est bien comporté ou pas, que tu vas continuer à acheter cette entreprise, alors tu es en train de faire la même erreur que 95% des investisseurs particuliers font avec leurs investissements en bourse, c'est que tu n'analyses pas correctement une entreprise. Et dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes, tous les ratios financiers à observer et surtout dans quel ordre pour vraiment avoir une analyse à 360 de ton entreprise. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas en mesure de lire un bilan comptable, un compte de résultat, un flux de trésorerie, c'est littéralement comme si tu prenais 80, 100 000 francs que tu allais investir en immobilier, mais sans jamais visiter le bien, sans aller à l'intérieur, sans regarder les commodités à l'extérieur, le voisinage, un petit peu la disposition du salon, s'il y a une terrasse, si c'est exposé plein sud, etc. Tu vas pas visiter le bien, tu mets juste l'argent sur la table, ça ne ferait pas sens, personne n'investit en immobilier comme ça. Et aujourd'hui, si tu ne vas pas visiter l'intérieur d'une entreprise en lisant son bilan comptable, son compte de résultat, sa croissance, sa rentabilité, son endettement, eh bien c'est littéralement ce que tu fais. Parce que c'est exactement la même chose avec un bien immobilier. C'est-à-dire que tu investis sans avoir cette compréhension. Et le but dans cette vidéo, c'est que je te montre vraiment étape par étape quelles sont les 3 grandes étapes à respecter. Et dans ces 3 grandes étapes, quels sont les critères, les ratios financiers qu'on va aller regarder, dans quel ordre, pour quelles raisons, de sorte à ce que d'ici la fin de la vidéo, tu puisses faire une analyse d'action de ton côté. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'aide les salariés indépendants en Suisse à investir en bourse en étant totalement autonome avec un process qui prend moins d'1 heure par mois. On a vraiment un process, un accompagnement pour leur enseigner tout ce que tu vas voir dans cette vidéo. Et tu as d'ailleurs en description directement la méthode qui est offerte, qui va vraiment aller plus en détail, en profondeur de ce qu'on va voir aujourd'hui, avec aussi la partie socle passif, la partie système suisse. On va vraiment à 360 sur les finances en Suisse, le côté fiscalité. Et tu as vraiment directement en première description ce lien avec cette méthode offerte. Donc rapidement, un petit peu l'analyse d'action. Comment est-ce que ça se comporte? Donc ici, on a vraiment un principe d'entonnoir. Pourquoi? Parce qu'on va simplement aller valider en fait chaque étape. Ici, alors excuse-moi, tac, je voulais juste, voilà, hop, ça. Le but, c'est d'aller valider. Alors s'il me laisse bien mettre le schéma, voilà. C'est soit sévère, soit du coup c'est un red flag. Ok, bon, j'ai pas en rouge, je vais juste mettre une croix très rapidement, voilà. Bon, alors, je m'excuse pour un peu le temps, des fois c'est pas facile d'expliquer en même temps que je sélectionne, mais le but c'est que chaque étape, en fait, on va gagner du temps. Le but c'est aussi d'être efficient en termes de temps et d'énergie, c'est-à-dire qu'on va pas passer à l'étape suivante si du coup notre premier filtre il va pas être validé. Donc ici l'analyse d'action, typiquement si on prend je sais pas Apple, Netflix, enfin peu importe l'entreprise, on va à chaque fois la faire passer dans ce filtre et si le premier filtre va être positif, bah du coup on va passer au suivant. Si le deuxième filtre va pas être positif, bah en fait on va simplement s'arrêter à cette étape et on va pas aller plus bas parce que ça sert à rien de creuser l'analyse si déjà juste la première partie elle est pas validée. Donc rapidement, quel est le premier filtre qu'on va regarder? C'est la partie analyse quantitative. L'analyse quantitative, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement regarder les chiffres de l'entreprise, comment ils se comportent. Pour ça, on a 4 critères, 4 ratios financiers qu'on va pouvoir regarder ici à droite. Et ces chiffres, juste pour comprendre, c'est vraiment le bilan comptable, le compte de résultat, le flux de trésorerie. Si je fais un parallèle avec nous en tant que particulier ou salarié, indépendant, peu importe, le bilan comptable, ça va être un petit peu une photo du jour de l'entreprise. Donc c'est littéralement au 31 décembre, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Combien d'argent elle doit à la banque? Combien d'argent elle possède sur ses comptes? Et si je fais le parallèle avec nous, c'est l'équivalent de combien j'ai à la Raiffeisen, combien j'ai à l'UBS, est-ce que j'ai une dette? Si oui, combien? C'est un petit peu la situation patrimoniale. Donc on va vraiment faire à chaque fois le parallèle entre nous, particuliers, donc personnes physiques, et une personne morale, donc une entreprise. Ça permet déjà d'avoir une meilleure compréhension de désacraliser un petit peu ces termes de bilan comptable, compte de résultat, flux de trésorerie. Ça peut faire des fois un petit peu peur, ça peut être un petit peu lourd ou autre, mais c'est assez simple. Donc le bilan comptable, c'est juste une photo du jour de l'entreprise. Ensuite, on a le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est nouveau relativement simple, c'est qu'est-ce que l'entreprise a gagné entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et par rapport à ce qu'elle a gagné, donc son chiffre d'affaires, combien elle a gardé en poche, le bénéfice net. Parce qu'elle va devoir payer des salaires, des loyers, des impôts, des charges, des matières premières, des fournisseurs, enfin tous ces éléments-là, donc il va y avoir aussi un bénéfice net. C'est exactement le même principe que toi, combien tu as gagné d'argent entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc tu as gagné un salaire, net, et sur ce salaire net, tu vas payer des impôts, des assurances, tu vas partir en vacances, tu vas profiter, cinéma, restaurant, etc. À la fin de l'année, combien il te reste? Donc le compte de résultat, c'est exactement l'équivalent de ton budget finalement au cours de l'année. Et ensuite, on va avoir le flux de trésorerie. Le flux de trésorerie, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que dans le compte de résultat, on va avoir le chiffre d'affaires, donc combien l'entreprise a généré, le bénéfice net, combien il lui est resté dans la poche, donc la différence entre ce qu'elle garde et ce qu'elle gagne, mais ce qui va être ultra important, c'est comment elle utilise ce bénéfice net. Pourquoi? Parce que l'entreprise elle va devoir exister l'année prochaine. Elle va devoir continuer à réinvestir en recherche et développement, acquérir de nouveaux clients, conquérir de nouveaux marchés, rembourser de la dette, acquérir des concurrents, peut-être racheter des entreprises. Donc elle va devoir utiliser cet argent.
et donc le bénéfice net qu'elle a généré. Et le free cash flow, le flux de trésorerie, nous permet de voir comment elle a utilisé cet argent. Et littéralement, si on refait le parallèle avec toi, eh bien en fait, le flux de trésorerie, c'est un petit peu ton budget. Où tu peux voir en janvier combien de fois tu as été au restaurant, au cinéma, en juin, combien ça t'a coûté tes vacances, et tu peux voir en fait ton potentiel d'enrichissement, comment tu l'as exploité. Et donc dans cette partie quantitative, on va juste regarder en fait les chiffres de l'entreprise, juste sur le papier, de manière très rationnelle, très noir sur blanc, comment se comporte l'entreprise. Elle est trop endettée, elle a vraiment de la bonne rentabilité ou pas. Et ensuite, on va trouver du coup des notes aux quatre critères que je vais te montrer juste après. Et si c'est vert, du coup, on passe à la suite. Si c'est rouge, en fait, on s'arrête ici. Ça sert à rien de creuser parce que si on voit que l'entreprise, elle est trop endettée, elle n'a pas de rentabilité, on va même pas aller regarder les produits-services, comment elle se comporte par rapport à ses concurrents. Donc ici, premier élément qu'on va regarder, ça va être du coup, comme je t'ai dit, l'endettement. Donc l'endettement, ça va être simplement par rapport à l'entreprise, elle a dû exister un jour à un autre, donc elle a dû aller voir une banque pour lever de la dette, pour dire moi je vais devoir acheter des véhicules de livraison, des usines, faire breveter, acheter des matières premières, etc. Donc combien elle a de dettes par rapport à combien elle génère. Finalement la question c'est est-ce qu'elle est trop endettée ou pas. Ici on va pouvoir regarder deux types de dettes. Alors je vais juste peut-être copier-coller, comme ça va être plus simple. On va avoir la dette long terme et la dette court terme. Donc en gros c'est courant ou non courant. Ce que tu vas voir sur des sites d'analyse d'action, c'est souvent marqué current liabilities ou non current, ou je peux comment se formuler, mais en gros c'est sur plus d'un an, sur moins d'un an. Pourquoi? Ça va avoir un impact qui va être différent. Typiquement la dette long terme c'est plus pour la santé financière de l'entreprise. La dette court terme, si je prends un exemple qui est très parlant, c'est qu'imaginons demain il y a un nouveau Covid-19 et littéralement le Covid, si on se replonge un petit peu dans le contexte, en quelques mois la planète entière s'est mise en pause, donc la plupart des business ont été impactés, et le but de prendre la dette court terme, donc sur moins d'un an, c'est de se dire ok, il y a de nouveau un impact comme ça, très challengeant pour la boîte, comment elle se comporte? Est-ce qu'elle est vraiment avec la corde au cou, elle peut pas subvenir à ses dettes court terme, ou au contraire c'est complètement ok. Donc la dette, on va avoir la partie long terme et court terme. Ensuite, on va avoir du coup la croissance. Le but c'est de dire, en fait l'entreprise il y a 10 ans, est-ce qu'elle vendait beaucoup ou pas? Il y a 5 ans, est-ce qu'elle vendait beaucoup ou pas? Il y a 3 ans, et est-ce qu'il y a un an, elle vend plus l'année passée? Donc c'est juste voir, est-ce que l'entreprise elle vend de plus en plus finalement à ses clients? Est-ce qu'elle prend des parts de marché par rapport à ses concurrents? Et ici, on va pouvoir aller voir la croissance du bénéfice net, du chiffre d'affaires, on peut même du coup voir du free cash flow, du flux de trésorerie. Donc finalement, est-ce qu'elle est en croissance? À même titre que toi, est-ce que tu gagnes un meilleur salaire qu'il y a 5 ans comparé à aujourd'hui? C'est juste voir est-ce que tu es en croissance ou pas. Ensuite, on va avoir du coup la rentabilité. La rentabilité, c'est vraiment simple, c'est juste est-ce que finalement je mets 1 franc dans la machine, combien j'ai qui ressort? Est-ce que j'ai 80 centimes? Est-ce que j'ai 1 franc 20? Est-ce que finalement, je prends l'exemple là de Apple, typiquement, ils vendent des iPhones à 1000 et des poussières dollars. Est-ce que sur ces 1000 dollars qu'ils gagnent, est-ce qu'ils gagnent 800 dollars? Est-ce qu'ils en gagnent 500? C'est voir un petit peu la rentabilité. Donc là, c'est en proportion qu'on va aller regarder. Et ça va être la marge opérationnelle qu'on va regarder. Et on peut aussi regarder la marge nette. Ça va être les plus importants. Marge opérationnelle, pourquoi? Parce qu'on se concentre vraiment sur le cœur de métier de l'entreprise. Et la marge nette, même sur free cash flow, ça peut être un peu plus pertinent que la marge nette, c'est combien il lui reste réellement dans la poche à la fin. Et dernier élément, on va avoir la partie du potentiel. Donc finalement, c'est un petit peu quel est le potentiel de l'entreprise pour l'année suivante. Ici, ce qu'on va regarder principalement, ça peut être le payout ratio. Pourquoi? Parce que le payout ratio, c'est simplement sur le bénéfice net qu'a généré l'entreprise, combien elle va utiliser pour reverser à l'actionnaire sous forme de dividendes. Et des entreprises vont utiliser une grosse partie de leur bénéfice net. Tu vois, si je te mets plus de 40%, en général, on est un petit peu vigilant. Pourquoi? Ça veut dire que l'entreprise, elle n'a pas assez de cash dans ses caisses, littéralement, pour réinvestir dans de la recherche et développement, des produits, services, etc. Donc, du moment qu'elle a un payout ratio un petit peu plus de 40%, c'est plus des critères qui sont en fonction de chaque investisseur, mais on va un petit peu moins, être vigilant par rapport à ça. Est-ce qu'elle fait aussi du rachat d'actions? Ça peut être une autre façon de valoriser l'actionnaire sans forcément passer par la case imposition pour nous. Donc c'est un petit peu regarder le potentiel. Si tous ces éléments-là sont validés, du coup on va dire que l'entreprise elle a validé notre premier filtre. Donc on va la passer simplement sur la deuxième partie qui est du coup l'analyse qualitative. Donc la partie analyse qualitative, cette fois on va sortir des chiffres et puis on va regarder en fait comment l'entreprise se comporte par rapport à ses concurrents. Parce que évidemment l'entreprise n'est pas la seule sur son marché, sur son industrie, et le but c'est d'aller voir en fait comment elle se comporte par rapport à ses concurrents. Est-ce qu'elle a des meilleurs produits-services, des meilleurs retours clients? Est-ce qu'elle est en train de prendre des parts de marché? Est-ce qu'elle a la traîne? Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel? Et pour ça de nouveau on va avoir 3 éléments. Donc le premier ça va être la partie du produit-service. Donc en gros littéralement ce qu'elle vend. Est-ce qu'il y a par exemple un brevet qui vient protéger son produit-service? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée pour son business? C'est-à-dire que s'il y a un concurrent, est-ce qu'il doit lever beaucoup de fonds pour devenir concurrent, ou au contraire c'est typiquement comme Uber, une application à coder avec une bonne équipe de développeurs et c'est fait? Ou est-ce que c'est une entreprise
dans le transport aérien pour lequel il faut vraiment lever de la dette parce qu'il faut des avions, de la maintenance, etc. Donc juste voir s'il y a une barrière à l'entrée, comment se comporte un petit peu l'entreprise par rapport à son produit-service. Ensuite, on va voir la partie management. Le management, c'est simplement le CEO, directeur financier, enfin, etc. Est-ce qu'ils restent concentrés sur le cœur de métier? Est-ce qu'ils vont pas s'aventurer dans prendre un virage à 90 degrés pour faire vraiment quelque chose de complètement différent de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, ou au contraire, est-ce qu'ils vont être justement ouverts aux opportunités et ils vont pas être fermés que sur leur cœur de métier? C'est aussi un équilibre à trouver. Là, dans l'accompagnement, on a vraiment toute une checklist de questions qu'on se pose pour vraiment aller voir le management, comment il gère la boîte depuis 3 ans, 5 ans, est-ce qu'il y a eu un changement au sein du comité de direction ou pas. Donc c'est vraiment une checklist qu'on va voir pour gérer un petit peu le management. Et troisièmement, c'est ce qu'on appelle le moat. Le moat, c'est un petit peu l'avantage concurrentiel. Donc c'est une douve, simplement en anglais ça veut dire douve. Et ici on pourra avoir par exemple l'effet de réseau qui est un super moat. Typiquement, je reprends l'exemple d'Apple parce que ça va vraiment être parlant, puis ça parle à tout le monde, quoi. Aujourd'hui, Apple, si on achète un iPhone, très naturellement, si on a un Mac, si on a j'ai plus le mot, l'Apple Watch, si on a des AirPods, en fait, tout est interconnecté, ce qui fait que leur écosystème est vraiment ultra intuitif et ils ont un effet de réseau. C'est-à-dire que si on rentre dans l'écosystème Apple, ben, typiquement, si on change de téléphone, on va rarement, si on a un Mac, une Apple Watch et puis des AirPods, passer sur Samsung. Et à contrario, si justement on vient d'acheter un iPhone, pardon, bah peut-être le prochain ordinateur, on va acheter un Mac. Peut-être la prochaine montre, on va acheter une Apple Watch. Enfin, ce genre de choses. Ce qui fait qu'on reste en fait à l'intérieur du réseau et on pourra avoir d'autres boîtes comme ça, hein, typiquement Google avec le Google Workspace. Quelque chose qu'on utilise beaucoup avec Gemini, Google Sheet, Google Doc, Google Finance, etc. Du moment qu'on est dans l'interface Google Meet, etc., donc on est dans leur écosystème, bah ils ont un mode qui est vraiment exceptionnel avec leur effet de réseau. C'est vraiment quelque chose qu'on va regarder. Et ensuite, du moment que ça c'est validé, donc c'est le même principe, hein. Alors soit ça pourrait être non, soit ça pourrait être oui, hein, vraiment. Mais du coup, on va simplement dire, bah ok, en fait, l'entreprise, elle valide notre deuxième filtre, la partie qualitative. Donc on voit que le produit, service management et le mode, c'est complètement ok, c'est validé. On peut passer à la troisième partie. Et la troisième partie, c'est simplement la valorisation de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète une entreprise, Apple, Netflix, etc., si je refais le parallèle avec l'immobilier, c'est tout à fait possible de faire une affaire en immobilier à un prix qui est beaucoup trop cher. Ça vaut trop cher par rapport au mètre carré en fonction de la région, le secteur, peu importe. Ou c'est aussi possible de faire une bonne affaire, d'acheter un très bon appartement à un très bon prix. Et c'est exactement le même principe en action. Parce qu'aujourd'hui, en action, enfin en bourse plutôt, on va avoir deux types de valeurs. On va avoir ce qu'on appelle la valeur théorique, donc c'est vraiment ce que vaut l'entreprise selon l'humeur du marché. Simplement, si je fais un rapide exemple, qu'on a une entreprise qui vaut 70 $, tac, et qui a 100 000, 10 000 actions plutôt, actions disponibles, eh bien, elle aura une valorisation de, si je ne me suis pas trompé dans les calculs, de 70 000 $. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, je me suis trompé, donc tac, 700 000 plutôt, voilà, 700 000. Simplement parce que du coup, il y a 10 000 actions disponibles sur le marché, chaque action vaut 70 $, donc si on les réunit tout ensemble, on obtient ce qu'on appelle la capitalisation, donc la valeur théorique de l'entreprise, dont en l'occurrence 700 000 $. Tac. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on va avoir du coup la valeur intrinsèque, ce que vaut réellement l'entreprise. Donc cette valeur intrinsèque, comment on va le calculer? C'est en fonction de notre bilan comptable. Donc vraiment, comme on le discutait tout à l'heure, c'est vraiment une photo du jour, hein, de combien ils ont d'actifs, combien ils doivent à la banque, etc. Donc on va cumuler en fait tout ce qu'ils ont. Donc imaginons qu'ils ont, alors je vais faire très rapide, comme ça va être assez court, 500 000 $ pour j'ai pas d'exemple là, mais de produits en stock, et pour 200 000 $ de véhicules de livraison, d'usines, peu importe, de brevets, enfin peu importe. Et du coup, on va avoir une valeur intrinsèque, donc c'est vraiment ce que vaut l'entreprise, de 700 000 $. À savoir que là c'est vraiment très simpliste, mais dans les parties analyse d'action sur les sites, tu peux vraiment voir en détail qu'est-ce qu'ils possèdent. Il y a plusieurs lignes, etc. Mais on va juste simplifier pour cette partie-là. Donc on voit qu'on a une valeur intrinsèque de 700 000 $ et une valeur théorique de 700 000 $. Ce qui signifie que cette entreprise, si on l'achète à la fin du mois, le 25, 30 du mois, quand on fait notre investissement mensuel de 200, 300, 500 francs, peu importe, et qu'on l'achète à 70 $, en fait on l'achète au bon prix. Parce que du coup, notre valeur théorique est corrélée à notre valeur intrinsèque. Par contre, scénario où demain on a, allez, je vais prendre un exemple à tout hasard qui va parler à tout le monde, Donald Trump qui fait peur au marché et notre action vaut plus que 50 $ parce que voilà, le marché bouge, il y a la guerre, etc. De nouveau, on a le même nombre d'actions disponibles. Alors c'est un exemple qui est assez, comment dire ça,
fictif, mais c'est juste pour illustrer un petit peu ce qui va se passer. On a toujours nos 10 000 dollars, 10 000 actions disponibles, mais l'action vaut plus que 50 dollars parce que du coup, il y a eu un événement macroéconomique, une guerre, un Covid, enfin, peu importe, un Donald Trump, peu importe. L'action vaut plus que 50 dollars, donc la capitalisation, elle, vaut 500 000 dollars. Par contre, les stocks, du jour au lendemain, quand il y a l'investiture de Trump, il y a eu le Covid-19, les stocks dans l'entreprise, ils n'ont pas bougé. Les véhicules, alors il y a une dépréciation qui se fait d'année en année, mais du jour au lendemain, ils n'ont pas bougé. Les usines, les brevets, ils n'ont pas bougé. Donc la valeur intrinsèque, elle vaut toujours 700 000. Et en fait, on a une décorrélation entre ce que vaut l'entreprise, donc sa valeur intrinsèque, et sa valeur théorique, les 500 000 dollars. Et nous, ce qu'on va voir du coup dans cette dernière étape, c'est on a validé que les chiffres de l'entreprise sont OK, la partie business par rapport à ses concurrents sont OK, et ensuite la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement à 70, 50, 200 dollars, peu importe le prix de l'action, est-ce qu'on l'achète à un bon prix, ou au contraire, est-ce qu'on est en train de l'acheter à un prix qui est trop élevé? Et en fait, alors souvent, les entreprises de qualité type Google, Amazon, Apple, etc. vont s'acheter à un prix qui est relativement correct. Ça va être assez rare de pouvoir acheter une bonne entreprise vraiment à un prix qui est sous-évalué. Souvent, on va l'acheter à un prix qui est complètement correct. Par contre, ce qu'on va éviter, c'est d'acheter des entreprises qui sont beaucoup trop chères par rapport à ce qu'elles valent réellement. Et pour ça, il faut simplement faire la distinction entre la valeur théorique et la valeur intrinsèque. Et ça, aujourd'hui, si toute cette partie analyse d'action, tu souhaites justement la mettre en place et concrètement avoir ces ratios avec des notes attribuées dans l'accompagnement, on a vraiment un Google Sheet qu'on implémente dans les finances de chaque élève pour qu'il ait une note de 0 à 20 sur la partie quantitative, qualitative et la valorisation, qu'il ait le rendement estimé qui soit calculé littéralement en un claquement de doigts. C'est tout fait avec Google Finance et on implémente directement ça dans le portefeuille, finalement les finances de chaque élève. C'est quelque chose qui est pertinent pour toi de te faire accompagner là-dessus, déjà de voir si on peut t'accompagner. Tu as directement de nouveau en premier lien dans la description la méthode qui est complètement offerte, où on te montre en détail tout ça, et surtout tu peux réserver ton appel de candidature. Le but c'est qu'on prenne 30-45 minutes ensemble avec moi ou un membre de mon équipe, qu'on s'intéresse personnellement à ta situation, et le but c'est de voir si on peut t'accompagner ou pas, si tu corresponds au profil des personnes qu'on accompagne. Si c'est le cas, on t'expliquera exactement comment est-ce qu'on pourra faire. Si c'est pas le cas, on dira vraiment en toute transparence qu'on peut t'accompagner aujourd'hui, et si justement on peut t'aider, après libre à toi de décider de travailler justement avec nous, de te faire accompagner, ou au contraire de prendre le plan qu'on t'aura fourni et de continuer un petit peu de ton côté. C'est des questions par rapport à ce que je t'ai présenté, je reste volontiers à dispo directement en commentaire et je te remercie pour ton temps et je te dis à la prochaine pour une future vidéo.